On va ouvrir un chapitre. Vous savez qu'on n'a pas l'habitude ici et qu'on a toujours refusé de le faire, en tout cas depuis de nombreux mois, de gloser sur l'état de santé, l'état personnel d'une certaine manière, la condition personnelle de Vladimir Poutine. Mais plusieurs éléments nous conduisent ce soir à poser la question suivante. Vladimir Poutine est-il affaibli? Non pas politiquement, encore qu'on peut en parler, en particulier après ce qui s'est passé, mais personnellement. Parce qu'une cascade de petits faits, de rapprochements, d'observations, de raisonnements aussi, relance les interrogations sur les pleines facultés de Vladimir Poutine. Des absences répétées, des notes des services secrets des uns ou des autres, des observations ici ou là, mettons tout sur la table. Et puis après, je me tourne notamment vers vous, Galia, parce que je rappelle que vous êtes de celles qui connaissaient mieux le Kremlin, pour autant qu'on arrive à percer ses secrets, mais la société russe et la société politique russe. D'abord, mettons tout sur la table. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Bien, alors, d'abord, il y a comme premier élément ces absences de plus en plus répétées de Vladimir Poutine. Oui, en l'espace d'un mois, Vladimir Poutine a annulé pas moins de 6 événements où il devait apparaître publiquement. Dernière en date, mardi dernier, le 28 décembre, Poutine était attendu à Pskov, à l'ouest de la Russie. Il était censé inaugurer en grande pompe cette usine, mais au tout dernier moment, le chef d'État a annulé sa visite. Raison invoquée, en raison des conditions de vol, ce n'est pas possible. Il organisera donc un événement par vidéoconférence depuis Saint-Pétersbourg, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Après vérification, ce jour-là, des photos prises au-dessus de la région de Pskov montrent un ciel presque totalement dégagé et donc sans doute des conditions de vol, des conditions météorologiques optimales. 5 jours avant, là encore, une annulation de dernière minute. Cette fois, c'est à Nijni Tagil, dans l'Oural, que Vladimir Poutine devait se rendre pour la visite de l'une des plus grandes usines de chars. La voici. Et il s'est décommandé à la dernière minute. Idem pour le traditionnel match de hockey de fin d'année. On sait que chaque année, Poutine l'honore de sa présence. On le voit ici en 2020, habillé en tenue traditionnelle rouge et blanche, casque sur la tête et crosse de hockey à la main. Et même ces rendez-vous institutionnels n'ont pas eu lieu. La réunion de fin d'année avec ses ministres annulée, le discours devant l'Assemblée fédérale annulé, la traditionnelle conférence de presse de 4 heures à la fin du mois de décembre annulée, elle aussi. Bref, ça fait beaucoup. Oui, et au point que son porte-parole a dû faire un communiqué ces toutes dernières heures et il évoque des raisons sanitaires. Oui, Dmitri Peskov évoque les risques pour la santé de Vladimir Poutine. Vous voyez des mutations virales, vous voyez de fortes vagues épidémiologiques de grippe de différentes souches, explique-t-il. Cela oblige les responsables de la sécurité du président à prendre des précautions. Dans de telles conditions, la santé du président est une question de sécurité de l'État. C'est clair, il y a pour le moins des inquiétudes et des préoccupations exceptionnelles pour la santé de Poutine. Alors, des inquiétudes de son entourage, et puis des interrogations des observateurs au regard de ces récentes apparitions. Oui, et cela va du plus anodin au plus lourd. Dernière en date, sa déclaration de vœux lors de laquelle Poutine ne parvient pas à réprimer sa toux. On l'écoute. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности за свое будущее, безусловно, служат. Or, on le rappelle, ce sont des vœux enregistrés. Il y a donc sans doute plusieurs prises. Celle-ci était peut-être la meilleure, et pourtant, sa toux est persistante. Autre observation, cette fois, il y a quelques semaines, ici, le 22 novembre, face au président cubain Miguel Díaz-Canel, on le voit empoigner son siège comme s'il s'en approchait. Et même aujourd'hui encore, en évoquant le missile Zircon, Poutine tient fermement sa main droite. Tout cela n'échappe à personne en Russie. Rappelons aussi l'enquête du site russophone Proect qui affirmait il y a peu que Poutine ne se déplace jamais sans son oncologue attitré. Evgeny Sevliakov, c'est lui, un chirurgien spécialiste du cancer de la thyroïde. Il l'aurait consulté 35 fois en 4 ans, soit entre 2016 et 2020, 8 fois par an. D'où ces affirmations de services de renseignement, alors soit ukrainiens, soit occidentaux,
qui avance certaines informations sur la dégradation de l'état de santé de Vladimir Poutine. Oui, le quotidien danois Berlingske a pu s'entretenir avec le chef du bureau d'analyse de la Russie des services de renseignement danois. Pour lui, ce sont les effets secondaires de médicaments qui sont susceptibles d'altérer son jugement. Et c'est aussi pour cela que Poutine semble parfois mal à l'aise lorsqu'il est assis et saisit fermement le bord de la table avec sa main. Le chef du renseignement Kirilo Boudanov va lui jusqu'à évoquer publiquement à la chaîne américaine ABC la dégradation de l'état de santé de Poutine. On l'écoute. Is Putin terminally ill? Of course, He is. yeah. When, Still a long period. when do you think he's going to die? I think very fast. Soon, I hope. you hope. If he dies, what does that mean? Does someone take his place? What does Yeah, that mean the for you? replacement, transfer of power. So Putin's death doesn't necessarily mean the end of this war for you. This war should be ended before he's dying. C'est cash, hein, les entretiens alors, de nos confrères américains. On parle de la mort tranquillement de quelqu'un. Et les réponses du responsable du service de renseignement ukrainien. Merci, Lucille, d'avoir peut-être une réaction à cet extrait d'interview qu'on entend, qui, je ne dirais pas qu'il met un peu mal à l'aise, mais enfin quand même, Poutine est-il en phase terminale? Bon, Ben, vous savez, on en parle depuis 2 ans à peu près. Et il y a un politologue qui s'appelle Valéry Solovey qui disait depuis 2020 que Poutine était malade et qu'il ne sera pas en quelque sorte sortable déjà en 2021. On a parlé du cancer, on a parlé de Parkinson. D'ailleurs, quand il tient comme ça une main sur l'autre, c'est peut-être pour arrêter les tremblements. Mais je dois vous dire que dans tous les régimes dictatoriaux, la santé du dictateur est le secret le mieux gardé. Donc, on est toujours à l'article des rumeurs. Par exemple, il y a une chaîne Telegram qui s'appelle Général SVR. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un vrai général, on l'aurait démasqué très très vite, même s'il y a seulement sa voix qui apparaît, on n'a jamais d'image, mais cette voix, ce personnage, raconte toutes sortes d'histoires, y compris comment Poutine fait ses besoins sur lui-même, comment il tombe, comment ceci, comment cela, mais on ne sait jamais qui est derrière et qu'est-ce qui est vrai dans tout ça. Maintenant, je dois dire qu'il y a plein de dictateurs qui ont eu des problèmes de santé pendant plusieurs années. Par exemple, M. Nazarbayev, qui maintenant a pris sa retraite enfin, il a été malade de cancer pendant de très nombreuses années et il vit encore à ce jour. Donc, quand vous entendez ça, Galia, vous dites refrain, ritournelle qui revient régulièrement, arrêtons, arrêtons, ou vous dites quand j'entends les Danois, alors les Ukrainiens ils sont vraiment de parti pris, remarquez les Danois aussi, mais vous dites qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Non, je pense que probablement, vous savez, c'est un monsieur de 71 ans qui est depuis 22 ans au pouvoir. Le pouvoir use. Et donc, je n'exclus absolument pas qu'il ait des problèmes plus ou moins sérieux de santé. Peut-être il a un cancer, peut-être il a le Parkinson. Mais j'ai personnellement vu beaucoup de gens avec des cancers ou avec le Parkinson vivre de longues années. Est-ce que la spéculation qu'il prend des médicaments qui puissent induire la mégalomanie, je pense qu'il a eu la mégalomanie sans il n'a eu pas besoin de médicaments, c'est ce que vous dites. Il n'a pas besoin de médicaments. Donc, vous voyez, moi, je n'aurais pas misé, comme dit M. Boudanov, ah oui, il va mourir bientôt. Peut-être que oui, peut-être que non. Même ces annulations ne me semblent pas quelque chose d'extraordinaire. Alors voilà l'autre question. Quand même 6 annulations en 10 jours. Écoutez, Poutine est très soucieux de sa santé. Il est resté plus ou moins cloîtré pendant 2 ans. Il a fait tout par visioconférence. Les gens qui allaient le voir, il devait avoir d'abord fait 2 semaines de quarantaine
Nous avons tous vu cette longue table avec Emmanuel Macron, etc. Donc, ça ne m'étonne absolument pas que nous avons actuellement, comme nous avons actuellement une triple épidémie, dont y compris en France, de bronchiolite, de grippe, et un nouveau, de Covid. Une nouvelle montée de Covid, je pense qu'il est tout à fait probable que Poutine a annulé ce qui ne lui semblait pas essentiel Principe de précaution. En quelques jours. Et mes dernières remarques, je pense qu'il y a aussi des choses qui ont été annulées, pas nécessairement à cause de son mauvais état de santé, mais parce que une conférence de presse de 4 heures, ou même quand il y a des journalistes qui sont sur le volet, etc., on n'est jamais à l'abri complètement de questions incommodes. Il n'a rien de bon à annoncer à son peuple. Il n'a rien gagné entre-temps. C'est ça le problème. Et donc, le discours, par exemple, devant le Parlement, donc les 2 chambres réunies du Parlement, il a expliqué ça, ou Peskov a expliqué ça, comme quoi la situation est trop changeante, donc on ne peut pas faire le bilan. Oui. Ce qui veut dire, encore une fois, que comme il n'y a pas eu de victoire décisive quelconque, même la prise de ce Bakhmout totalement vidé et détruit, de quoi va-t-il parler? Vous voyez? Oui. Et il a encore une C'est plus politique que personnel. Je pense. Oui, Vincent. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il se dérobe à des grands barnums exténuants. En revanche, il reste très présent. Un jour pour appeler une petite fille et lui demander si elle est satisfaite des cadeaux du Père Noël. Un autre jour pour trinquer avec des militaires qu'il décore bien loin du front au demeurant. Donc, ça n'est pas un Poutine qui disparaît des radars. C'est un Poutine qui choisit les occurrences de ses apparitions. Alors, mais pardon Vincent, par exemple le match de hockey, c'est vrai que d'année en année on le voyait participer à ces matchs de hockey parce que ça faisait partie de l'affichage de l'homme viril qu'affectionne Vladimir Poutine, du sportif. Bon. Mais de même, on ne l'a pas vu revêtir le kimono depuis bien longtemps, on ne l'a pas vu torse nu sur son cheval, on ne l'a pas vu d'un crawl arrogant traverser une rivière. Tout ça appartient au Poutine d'avant. Maintenant, il fait son âge. Alors, je pense que sur son hypocondrie, son obsession de la maladie, je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. Petite blague qui tournait au moment d'ailleurs de ce rendez-vous avec Macron. Pourquoi la table est-elle si longue? Car elle est faite en bois de Pinocchio. Chaque fois que Poutine ment, elle s'allonge. Je vais faire la parenthèse. Et moi, je ne vais pas jouer les diaphores russes, même si dans diaphores russes, il y a russe et que ça peut servir. On a parfois l'impression, quand on lit certaines publications, pas toujours très sérieuses, soyons clairs, notamment des tabloïds anglais, que c'est une sorte de dictionnaire Vidal des maladies ambulants, que c'est une pharmacie ambulante, les stéroïdes, etc. On lui a prêté, si j'ose dire, 3 cancers, thyroïde, pancréas, prostate, etc. Il y a un élément que d'ailleurs Lucille a évoqué tout à l'heure qui était assez intéressant au printemps, c'est quand il y avait une étude très fine faite par ce magazine Proect de la coïncidence entre ses déplacements vers sa datcha de Sotchi et le déplacement d'une cohorte de médecins repérables par les billets d'avion, etc., y compris l'oncologue qui était cité. Mais je terminerai sur un constat... Ce n'étaient pas des médecins de précaution, c'est-à-dire qu'ils sont là au cas où. Un oncologue... Voilà, on a toujours, le chef d'État a toujours derrière lui son médecin personnel, etc., voire plusieurs. Et je rejoins Galia sur son dernier constat, c'est-à-dire que pourquoi je suis un peu réticent à me plonger dans cette glose, pour reprendre votre terme, c'est parce que, au fond, le vrai mal dont souffre Poutine, c'est... un mélange de névrose obsessionnelle soviéto-impériale et de déni de réalité. Et encore une fois, quel que soit son état de santé naturel, il n'a pas besoin de tout cela, ni de ses médicaments, de ses maladies réelles ou supposées, pour emmener son pays dans une forme de naufrage à la fois militaire et moral. Oui. Il y a déjà des années qui nous a habitués à reconstruire, malgré tout, des récits, reconstruire l'histoire à son profit. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter un petit détail, peut-être tout le monde ne le connaît pas, mais Poutine est totalement aussi obsédé par l'idée qu'on peut l'empoisonner, qu'on peut voler son matériel biologique pour ensuite inventer un poison quelconque spécifiquement destiné à lui. Et par exemple, dans tous ses déplacements, il part avec son WC personnel mobile
Et il y a une personne spécialement... C'est toilettes personnelles. C'est toilettes personnelles. Et il y a une personne spécialement affectée dans son entourage pour collecter toutes ces déjections, pour qu'on ne puisse pas... Faire des analyses biologiques. Faire des analyses et utiliser peut-être son ADN. De même, on lui apporte toute sa nourriture et il fait en sorte... il mange dans sa vaisselle... pour qu'il ne reste nulle part, par exemple, une trace de salive. Donc, quand vous êtes dans... Mais pardonnez-moi, je me souviens, il me semble que c'était Léonid Brejnev, quand il était en déplacement en Occident, il y avait effectivement des analyses biologiques parce que beaucoup de monde s'interrogeait, je ne sais pas si c'était Khrouchtchev ou Brejnev, mais s'interrogeait sur une éventuelle maladie. Brejnev. C'est Brejnev, hein, oui. Pardon, Galia. Oui, non, mais c'est tout simplement pour dire que c'est une sorte de paranoïa totale, parce que c'est un homme traqué maintenant à cause de ses échecs militaires et qui sent qu'il peut y avoir un jour aussi un coup d'État contre lui. Oui. Et donc, il faut prendre toutes les précautions possibles. Pierre, vous avez une réflexion là-dessus ? Oui, juste un mot. Vraiment, j'écoutais avec beaucoup d'attention ce que Galia et Vincent ont dit. Donc, je n'ai pas de point de vue pertinent. Ce que je sais, c'est que les Américains, au début de la guerre, ont réuni des psychiatres, des spécialistes de l'analyse du comportement, de la gestuelle, du non-verbal, enfin toute une pléiade de personnes. Et les autorités américaines ont fait visionner à ces personnes des dizaines d'heures de prise de parole de Poutine sur plusieurs années, les différentes séquences, etc. Et en croisant donc ces regards de spécialistes pour leur dire, évidemment, ces personnes ne pouvaient pas ausculter ou recevoir en consultation le personnage, mais à partir de ces éléments-là, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Est-ce que vous notez des choses, etc. Et ça n'a débouché sur rien. C'est-à-dire qu'aucun de ces spécialistes n'a dit, écoutez, là, on voit bien que c'est un type de pathologie, ce type de comportement, cette façon de tenir la table, etc. Donc, voilà. Donc, ça a débouché on ne peut pas en tirer de conclusion. Sur rien de concret. Mais ça intrigue beaucoup. Moi, les gens me posent beaucoup la question. Vous avez vu comment il se tient mais voilà. Jean-Claude, est-ce qu'aux États-Unis, on se pose la question ? Ce sont des questions qui se posent par un certain nombre de tabloïds avec les mêmes, et Pierre vient de parler d'analyses qui ont été faites, avec les mêmes incertitudes, et on revient tous à la même conclusion. Le vrai sujet, c'est le jour où il ne sera plus aux responsabilités, qui autour, quelles sont les équipes, pour la géopolitique, parce qu'en fait, c'est cela qui nous intéresse. J'ai presque envie de dire... Sauf que s'il est là pour 10 ans, la question se pose même pas. Précisément, c'est qui, dans l'hypothèse où, en espérant que ça ne durera pas éternellement, vous aurez compris ce que je veux dire. Mais c'est vraiment qui autour, et ce sont les questions qui se posent par un certain nombre de responsables américains, c'est qui et quel impact pour la géopolitique et l'avenir du monde. Oui, sur ce point-là... Galia, parce qu'on entendait le chef des renseignements ukrainiens répondre à la journaliste de ABC sur ce point, par une pirouette d'ailleurs. Est-ce que le jour où Vladimir Poutine n'est plus là, la guerre s'arrête ? Il dit j'espère que la guerre s'arrêtera bien avant parce que nous aurons gagné. Mais vous, est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Alors là aussi, c'est un peu de la glose, parce que si Vladimir Poutine disparaît, est-ce que c'est un nationaliste encore plus dur qui pourrait le remplacer ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'ailleurs dont on imagine seulement qu'il puisse le remplacer ? Jusque-là, il y a quelques candidats possibles. En fait, il n'a jamais été officiellement question donc de remplacer Poutine, mais bien sûr, on peut penser à M. Patrushev, ancien du FSB, qui est maintenant le chef du Conseil de sécurité. On peut penser à Dimitri Medvedev parce qu'il a une certaine légitimité. Medvedev, ah oui. Il a été quand même président, il a été pendant 8 ans Premier ministre. Et tout le monde le présente comme un dingue aujourd'hui. Donc vous savez, ils sont tous dingues. Comme ça, c'est clair. Rien à faire. Je vous rappelle, il y a une vieille blague très bonne. À l'époque soviétique, il y avait une série de blagues quand on posait une question... soi-disant à la radio d'Erevan. Bien sûr, cette radio n'existait pas, mais on posait donc des questions et la radio d'Erevan donnait des réponses assez pétillantes. Erevan, la capitale de l'Arménie. Oui.
Et donc, dans une blague, on dit qu'est-ce qu'il faut répondre à la question dans les questionnaires qu'il fallait remplir. Est-ce que avez-vous eu des hésitations, des écarts et la radio Erevan dit il faut répondre, j'ai eu les écarts ensemble avec le parti, parce que le parti avait l'habitude de changer. Tantôt on était antifasciste, tantôt on concluait un pacte avec Hitler, etc. Et donc, il a fallu toujours suivre la ligne du parti, quoi qu'il arrive. Quand Khrouchtchev a dénoncé les crimes de Staline, tout de suite, les autres ont aussi dénoncé les crimes de Staline, alors qu'ils étaient staliniens convaincus 2 jours avant. Et donc, Medvedev, de même que Lavrov, de même que toute cette élite dirigeante, ils font de la compétition pour montrer qui est le plus odieux, qui est le plus oui, c'est ça. La ligne dure. crâne, qui est le porteur de la ligne la plus dure. Et donc, dans ce sens, Medvedev n'est absolument dingue. C'est ce que disait Edgar Faure, ça n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Bon. C'est le vent, exactement. Merci beaucoup, merci Pierre.